Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui vous parler de la notion d'interprétation. Alors bien sûr dans une perspective linguistique, mais vous verrez, nous serons amenés à aborder cette question avec un spectre un peu plus large. Alors, je commencerai, ça ne veut pas marcher, je commencerai par une première approche extrêmement générale de l'interprétation, en empruntant une citation à ce livre de Paul Ricoeur, de l'interprétation, qui est un essai que je vous conseille, mais qui n'est pas directement, qui ne concerne pas, disons, directement la linguistique, puisqu'il s'agit d'un essai sur Freud, mais pas seulement, c'est aussi une vraie réflexion sur l'interprétation. Alors, la citation qui est ici ne reflète pas le point de vue de Ricoeur, mais c'est un point de départ. Est interprétation, tout son émis par la voix est doté de signification. Dire quelque chose de quelque chose, c'est, au sens complet et fort du mot, interpréter. Donc, vous voyez que dans cette définition de l'interprétation, dès qu'on dit quelque chose de quelque chose, on interprète. Dès que quelqu'un parle et qu'on l'entend, on l'interprète. Dès qu'il y a langage, il y a interprétation dans cette définition. Hein. Donc, alors attendez, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, ça devrait pourtant... Voilà. C'est donc une conception qu'on peut appeler maximaliste de l'interprétation. Et dans cette conception-là, il n'y a donc qu'un seul mode de la compréhension. Qu'un seul mode de la compréhension linguistique. L'idée, c'est que la compréhension est toujours le résultat de l'interprétation. Lorsque je comprends quelque chose, c'est parce que je l'ai bien interprété. Donc il y a ce présupposé que il y aura interprétation dès qu'il y a du sens. S'il y a du sens, il y a quelque chose à interpréter. D'accord ? Alors, cette notion d'interprétation s'applique aussi bien à des énoncés tout à fait ordinaires. Hein. Quelle heure est-il ? Bon, je vais interpréter cette question pour la comprendre. Alors, évidemment, cette question de l'interprétation, elle va se poser d'une manière plus visible, peut-être, lorsque on est dans des situations de langues étrangères. Mais le concept général d'interprétation vaut à la fois donc pour des énoncés tout à fait ordinaires, pour un bulletin météorologique. Hein, l'interprétation, ce serait interpréter ce texte, puisque je le comprends, ça veut dire que je l'ai interprété. D'accord ? Mais ça s'applique aussi à un poème de Mallarmé, hein, à la nuit accablante tue, base de basalte et de lave. Bon, tous ces types d'interprétation sont mis sur le même plan avec un concept aussi général d'interprétation. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que la compréhension requiert nécessairement une interprétation ? Alors, par exemple, la question de quelle heure est-il ? Il est possible que je puisse interpréter cette question comme, par exemple, un signe d'impatience. Quelqu'un qui demande tout le temps quelle heure est-il, bon, je vais interpréter son comportement d'une certaine façon. Mais l'énoncé en lui-même, je ne l'interprète pas vraiment. Donc la question que je pose, c'est ça. Est-ce que une interprétation est requise chaque fois qu'il y a une compréhension de quelque chose ? Alors prenez cette situation. Hein, vous êtes face à cette femme qui brandit un couteau. Est-ce que vous allez dire que vous interprétez son geste comme une menace ? Certainement pas. Vous allez le vivre comme une menace, mais pas l'interpréter. Et c'est précisément ce que dit Wittgenstein dans cette citation-là. Il arrive naturellement que j'interprète des signes, que je donne une interprétation à des signes, mais tout de même pas à chaque fois que je comprends un signe. Si on me demande quelle heure est-il, aucun travail d'interprétation n'a lieu en moi. Je réagis simplement à ce que je vois et j'entends. Quelqu'un lève le couteau sur moi, ou lève un couteau sur moi, la traduction n'est pas très bonne, je ne dis pas à ce moment-là, j'interprète cela comme une menace. D'accord ? Donc, cette prise de position de Wittgenstein nous indique qu'il peut y avoir aussi une compréhension
sans interprétation. Une compréhension immédiate, directe. Par conséquent, donc, qu'il est nécessaire de limiter le concept d'interprétation. Si on ne le limite pas, il est beaucoup trop large et au fond, il devient complètement inutile. Si on a le même concept d'interprétation pour quelle heure est-il et pour à la nuit accablante tue, ben le concept d'interprétation, il est vide de sens, il est beaucoup trop général. Et cette limitation du concept d'interprétation, elle passe par une distinction entre compréhension avec interprétation. Bon, typiquement, on le verra dans ce qu'on appelle, depuis Maguenot et Kossuth, les discours constituants, hein, c'est-à-dire la littérature, la philosophie, etc., quand il y a vraiment matière à interpréter. Mais parfois, dans les situations ordinaires, le contexte suffit pour qu'on comprenne, il n'y a pas, à proprement parler, d'interprétation. Alors, mon propos va se développer de la façon suivante, donc je vais saisir l'occasion de cette question pour vous parler aussi de choses un petit peu plus générales. Donc, je vais d'abord situer cette interrogation sur l'interprétation dans le cadre plus général de ce qu'un certain nombre de personnes nomment la linguistique théorique. Alors, c'est important que je vous explique cela parce que c'est une certaine façon de faire de la linguistique et c'est précisément cette façon de faire de la linguistique qui permet de s'interroger sur des objets aussi larges que la question de l'interprétation. Alors ça nous amènera à réfléchir un petit peu sur ce que c'est que la théorie linguistique, et puis je vous amènerai donc très brièvement, on verra ce qu'un linguiste comme Gustave Guillaume, qui occupe une place très particulière dans cet horizon, qu'est-ce qu'il entend lui par théorie. Enfin, donc, je vous parlerai de ma conception de la linguistique théorique comme une linguistique généraliste. Et à l'intérieur de cette linguistique généraliste, qui est donc la linguistique théorique, il y a cette problématique de l'analogie. Alors, j'en avais déjà parlé un petit peu l'année dernière. Là, je vais utiliser la question de l'analogie comme une espèce de moyen heuristique pour développer différentes conception de l'interprétation. Donc je serai amené à vous parler d'abord de l'analogie en général, hein, comme processus cognitif, etc. Et puis ensuite, donc, on suivra différentes fonctions de l'analogie. La fonction, c'est dans la troisième partie, la fonction catégorisatrice, iconique, etc. Et à l'occasion de chacune de ces fonctions, on verra quel type d'interprétation elle suggère ou quelle absence d'interprétation elle permettent de thématiser. Et je terminerai par l'extrême opposé de la citation par laquelle j'ai commencé, qui est donc une conception très large de l'interprétation. Je terminerai avec des conceptions qui viennent de la philosophie contextualiste post-Wittgensteinienne, et en particulier chez Charles Travis, qui est donc ce qu'on appelle parfois le contextualisme radical, dans lequel l'interprétation n'existe quasiment pas. On comprend presque tout immédiatement dans le contexte. Voilà. Donc on fera tout ce parcours de l'interprétation maximale à l'interprétation minimale pour arriver à mieux penser, mieux délimiter cette notion d'interprétation. Alors, je commence donc par la question de la linguistique théorique. Bon, je vais sortir mon téléphone pour... Ah ben non, il y a l'heure. Très bien, Alors, vous connaissez sans doute un peu ce triangle, alors ça va me permettre de parler du master LFA à un moment donné, puisqu'il est question aussi de linguistique appliquée dans ce schéma. Donc vous connaissez ce triangle assez classique entre linguistique théorique, linguistique descriptive, linguistique appliquée. Bon, même si les choses sont au fond implicitement hiérarchisées, hein. C'est-à-dire on parle toujours de linguistique théorique, linguistique descriptive, on ne parle pas de linguistique appliquée, virgule, linguistique théorique, virgule, hein. Il y a comme ça une espèce de hiérarchie sous-jacente. Mais il n'empêche que la plupart des auteurs considèrent qu'il y a une interaction constante entre ces différents domaines. Hein. Les applications permettent d'améliorer la théorie, les descriptions aussi, etc. etc. Bon. Seulement, ce qu'on remarque quand on s'intéresse d'un peu plus près à ce que peut signifier la notion de linguistique théorique, ce qu'on remarque, c'est que au fond, c'est quelque chose de très mal compris, de très, de très évanescent comme orientation de la linguistique. Hein. Alors, la première attestation remarquable de cette notion de linguistique théorique vient de John Lyons,
Introduction to Theoretical Linguistics, paru donc en 68. Donc vous voyez à peu près toutes les références là que je vais donner datent des années 70. Et ce livre, dont je vous montrerai un extrait, enfin je vous montrerai la table des matières d'ailleurs, prétend, alors, enfin disons, se présente dans son titre comme, comment dire, comme une défense, enfin comme une défense et illustration de la linguistique théorique. Alors, vous voyez, dans cette citation qui n'est pas de ce livre, mais qui est d'un livre plus tardif de John Lyons, il est bien précisé que ce à quoi on s'attend, que la linguistique théorique étudie le langage du point de vue des théories, étudie les théories du langage. Étudie le langage du point de vue des théories produites, et éventuellement de leur relation avec la pratique ou avec la description, mais la linguistique théorique serait une linguistique des théories. Bon. Ce que je vais vous montrer, c'est que ça, en fait, c'est une pure vue de l'esprit. Ce sont des déclarations, mais qui n'ont jamais produit, au fond, de corpus théorique, justement. Enfin, c'est-à-dire que c'est vide, cette linguistique théorique, au sens d'une linguistique des théories. Bien. C'est tellement incompréhensible que, quand la version française a paru, ils ont traduit introduction de la linguistique, à la linguistique théorique par linguistique générale. Parce que pour les Français, à ce moment-là, la linguistique théorique, ça voulait tellement rien dire qu'ils l'ont mis uniquement dans le sous-titre. Alors, en revanche, et c'est pour cette raison que je vais vous parler de Gustave Guillaume, chez Guillaume, le concept de théorie, la notion de théorie linguistique, là, a de l'importance, puisque chez Guillaume, vous avez théorie de l'article, théorie de la déclinaison, la notion de théorie est omniprésente. Bon, alors, cette introduction à la linguistique théorique, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh bien, vous voyez un peu, c'est au fond une table des matières qu'on aurait pour n'importe quel livre d'introduction à la linguistique, pas spécialement à la linguistique théorique. Vous avez, bon, voilà, un chapitre sur la structure du langage, sur la phonologie, la grammaire, la sémantique, etc. Il n'y a même pas un mot de définition dans l'introduction de ce qu'est la linguistique théorique. Donc, la dénomination linguistique théorique est complètement creuse, elle ne correspond à rien de très précis. C'est de la linguistique, au fond. Je vous donne ici ce schéma pour l'articulation entre la linguistique théorique et la linguistique descriptive. Vous voyez que quand on décrit des langues, bon, donc on se situe sur le plan de la linguistique descriptive, description de telle ou telle langue, langue A, langue B, etc. Lorsqu'on décrit des langues, on est amené nécessairement à faire un certain nombre de généralisations. Mais ça, ce sont des généralisations descriptives, ce n'est pas encore la linguistique théorique. La théorie générale du langage se situe sur un autre plan, et ce plan-là, des généralisations descriptives, c'est le plan plutôt de ce qu'on appelle la typologie linguistique. Donc, on peut, si vous voulez, il faut distinguer la généralisation à partir des descriptions de la théorie linguistique. Et on va voir ça plus en détail avec Guillaume. Alors, ça c'était pour la linguistique théorique, et voilà pour la linguistique appliquée maintenant. Alors vous savez peut-être qu'il existe une association internationale de linguistique appliquée, il y a aussi une association française, sans doute, je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y a aussi une association espagnole de linguistique appliquée. La particularité de l'association internationale de linguistique appliquée, vous voyez, c'est qu'elle a un sigle, c'est une association internationale, donc tout est en anglais, mais le sigle est français, c'est AILA, Association internationale de linguistique appliquée, et pas International Association of Applied Linguistics, par exemple. Donc, et pourquoi ? Parce que cette association a été créée en France dans les années 60 par des gens comme Potier, Quemada, etc. Et à l'origine, la linguistique appliquée s'intéressait à la fois à l'informatique, à la linguistique informatique, au traitement automatique du langage et à la question de l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, toute la partie informatique, traitement automatique des langues, s'est autonomisée. Et la linguistique appliquée, aujourd'hui, s'intéresse principalement à des questions d'enseignement des langues, enseignement des langues maternelles, des langues étrangères, politique linguistique, etc. Donc, tout ce qu'on fait dans le master de linguistique appliquée. Ici, c'est linguistique française appliquée, mais c'est une dérivation de la linguistique appliquée. Donc, la dénomination de ce master n'est pas une fantaisie. C'est dans l'histoire de la linguistique, ça a vraiment un sens, la linguistique appliquée, par opposition à la linguistique descriptive ou à la linguistique théorique.
Alors, juste une petite remarque, puisque je sais qu'un certain nombre d'entre vous s'intéressent à la traduction. Dans la traductologie, vous avez aussi cette triade, hein, traductologie descriptive, théorique, appliquée. Hein, c'est au fond une triade qu'on peut reconduire dans toutes sortes de domaines. Alors, revenons donc à la linguistique théorique. Je vais brièvement vous dire un petit mot de ce que peut être une théorie linguistique, hein, quels sont les paramètres d'analyse d'une théorie linguistique, à supposer que la linguistique théorique s'intéresse aux théories linguistiques. Ensuite, on parlera un petit peu de Gustave Guillaume, rapidement, et enfin, je vous parlerai de la linguistique théorique au sens généraliste du terme. Alors, quand on parle d'une théorie linguistique, on parle de quoi exactement? Bon, il y a un certain nombre de paramètres qui varient, dont notamment la portée, hein. Alors évidemment, on n'a pas du tout la même portée lorsqu'on parle de théorie guillaumienne, de théorie générative, de théorie saussurienne, quand on parle de théorie de l'article, théorie de la racine, théorie de la valeur. Vous voyez, si on prend la théorie de l'article versus la théorie générative, dans les deux cas, on a le mot théorie, mais qui évidemment ne signifie pas du tout, il ne peut pas signifier la même chose. La portée des théories est tout à fait différente. Ensuite, on peut observer assez facilement que on parle aisément de théorie guillaumienne, chomskienne, mais jamais on ne parle de théorie benvenistienne, par exemple. Quasiment jamais. Hein. Pourquoi? Eh bien, parce que pour pouvoir parler de théorie, il est nécessaire que la théorie d'ensemble regroupe d'une manière cohérente un certain nombre de micro-théories ou de modèles, et qu'ils soient tous articulés les uns avec les autres. Et c'est à cette condition-là qu'on va pouvoir parler, par exemple, de théorie générative, de théorie chomskienne, de théorie guillaumienne. Benveniste est un immense linguiste, bien sûr, hein, mais il n'y a pas de théorie benvenistienne. Il y a une théorie de l'énonciation, mais il n'y a pas une vision générale du langage qui serait propre à benveniste. Chose qu'on peut dire de Guillaume ou de Chomsky. Donc c'est une autre différence. Et c'est aussi pour cette raison qu'on ne va pas parler de benvenistisme ou de balyisme si on pense à Charles Bailly, mais en revanche on va parler de chomskisme, de guillaumisme, de saussurisme, etc. Bon, ça c'est donc le premier paramètre, la portée des théories linguistiques. Ensuite se pose la question de savoir si l'objet de la théorie est construit ou si c'est une redescription d'un objet existant. Alors, ce que j'entends par là, c'est ce contraste qui existe entre la théorie de l'article, par exemple, la théorie du système verbal, etc., versus la théorie du blending, la théorie de la métaphore conceptuelle, la théorie X-bar. Dans tous ces cas, l'expression qui suit le mot théorie est une création de la théorie elle-même. Hein. Si je parle de théorie du blending, bon, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, je n'ai pas le temps de le définir, mais c'est une théorie dérivée de la théorie des espaces conceptuels qui vient de Turner, notamment donc de la linguistique cognitive. Ce qui détermine l'objet, ce qui est défini comme l'objet de la théorie est une création de la théorie. Hein. Donc on a une différence là d'emploi du terme théorie. Bon, ensuite il y a d'autres facteurs, des facteurs externes qui sont donc les épistémologies supports de ces différentes théories. Globalement, si vous voulez, il n'y a pas des milliards de possibilités. Hein. Les modèles épistémologiques de référence sont soit des modèles cognitifs, soit des modèles logiques, soit des modèles que j'appelle ici systémiques, c'est-à-dire des modèles fondés sur quelque chose qui ressemble, soit la théorie des symboles chez Cassirer, soit la théorie de la valeur chez Saussure. Bon, et puis ensuite, est-ce que l'axiomatique est précise ou pas? Est-ce que la formalisation est précise ou pas? Bref, on pourrait s'amuser à décrire toutes sortes de choses au sujet des théories, mais ce qui se nomme linguistique théorique ne fait jamais cela, en réalité. Hein. Donc en fait, cette linguistique théorique au sens d'une linguistique des théories linguistiques, elle n'existe pas. Voyons maintenant chez Guillaume. Alors chez Guillaume, il y a une idée très intéressante, je vais vous la décrire très simplement avant de commenter deux ou trois citations. L'idée de Guillaume, c'est que on ne fait pas une théorie en partant des faits qu'on observe. Les faits qu'on observe arrivent en deuxième. Il y a d'abord une théorie. Alors, la question se pose de savoir d'où elle vient, hein, comment
et ensuite la théorie va à la rencontre des faits. Bon, c'est une position quand même très originale. Alors, vous voyez comment cela est formulé ici. Toute théorie va à la rencontre des faits. Dans cette première citation, Guillaume nous explique que cette façon, disons, de mettre les faits au point de départ de la théorie est en fait une mauvaise méthode. Construire une théorie à partir des faits pour expliquer les faits, c'est mettre le fait, l'exemple, en position d'une part de protagoniste et d'autre part en position d'antagoniste, peu importe. Ainsi sont construites les théories fondées sur ce qu'on appelle les hypothèses de travail. Donc ce qui va reprocher à ces théories qui partent de l'observation des faits linguistiques, c'est que, bon, on peut en faire autant qu'il y a de linguistes, au fond. C'est pourquoi il écrit « Je me suis toujours abstenu d'édifier des théories de cette espèce. La théorie superlative du comprendre », donc vous voyez, on retrouve cette question du rapport entre la compréhension et l'interprétation, mais bon, ici sous l'angle de la compréhension, doit pour m'agréer satisfaire aux conditions formelles suivantes, aller à la rencontre des faits en position antagoniste, ce qui, dans le vocabulaire un peu compliqué de Guillaume, signifie que la théorie est au départ, elle va voir les faits. C'est pas les faits, la théorie ne vient pas des faits. Bon. Et donc la théorie, elle commence où? Elle prend son départ non pas aux faits, mais à une exigence absolue, inévitable, et ensuite elle chemine d'exigence absolue en exigence absolue jusqu'à la rencontre des faits. Alors qu'est-ce que sont ces exigences absolues? Ce sont des grands principes cognitifs. Chez Guillaume, au bout d'un moment, il élabore ce fameux schéma, ce tenseur binaire, etc., qu'il va retrouver partout. Donc là, il a son tenseur binaire en tête, il a sa théorie en tête, et ensuite il va chercher les faits. Mais il faut bien qu'elle soit venue de quelque part, cette théorie. Et c'est la dernière citation qui va nous expliquer cela. Toutes ces citations viennent des toutes dernières leçons de Guillaume. Les extraits que je donne, donc Guillaume est mort en 1960, vous voyez, cette leçon, elle date du 12 mars 59, et vers la fin de sa carrière, Guillaume a beaucoup réfléchi à sa propre activité. Et donc, il s'interroge sur sa propre façon de théoriser. Si vous le voulez bien, essayons de présenter un aperçu des premiers mouvements intérieurs d'une pensée théorisante. Qu'est-ce qui se passe au début? En premier, l'éclair d'un indice livré par la vue du réel. Donc, ce n'est pas encore les faits vraiment linguistiques, mais c'est bien quand même quelque chose qui existe dans les usages, dans les discours, c'est bien quand même un peu des faits linguistiques, mais on ne cherche pas à les décrire tout de suite. Ça va être une petite intuition, quelque chose qui est, au fond, l'une des grandes caractéristiques, pour moi, de ce qu'est un linguiste, et d'ailleurs de ce que vous allez devenir, vous aussi, puisque vous êtes dans une formation où vous devenez un peu linguiste. Qu'est-ce qui fait qu'un linguiste est un linguiste, au fond? Eh bien, c'est qu'il a une oreille, au sens où on parle d'une oreille musicale, si vous voulez. Il a une oreille à la langue ou aux langues, qui n'est pas la même que les personnes qui ne sont pas linguistes. Il a ce qu'on appelle un sentiment linguistique, on appelle ça comme ça, un sentiment linguistique très particulier. Les linguistes sont tout le temps, souvent ils ont des petits carnets, tout d'un coup ils entendent un truc dans la rue, ils le notent sur un petit carnet parce qu'ils ont entendu que c'était bizarre. Là où ils voient des choses, où ils entendent des choses que la plupart des gens n'entendent pas, bien sûr. Alors, cette caractéristique du linguiste, elle est partagée aussi avec l'écrivain, par exemple. L'écrivain, il a aussi un sentiment linguistique développé très au-dessus du locuteur ordinaire. Mais l'écrivain n'a pas quelque chose qu'a le linguiste en plus et qui fait la différence, c'est une intuition théorique. C'est-à-dire ce que j'appellerais un sentiment de la langue, et ce que Guillaume d'ailleurs appelle parfois un sentiment de la langue, qui est expliqué ici sous la dénomination de l'éclairage sui generis du rêve constructif. Donc, continuons la citation. Guillaume part d'un petit indice. Alors, il y a une anecdote célèbre où un jour il entend quelqu'un dire « si vous le faites et qu'il s'ensuive un accident, on ne vous en tiendra pas rigueur ». Il entend « si vous le faites et qu'il s'ensuive ». Donc, et là, il construit une théorie du subjonctif en entendant ça. Bon.
Mais c'est comme ça aussi dans la science, hein, je veux dire, des petites analogies, des intuitions comme ça qui viennent et on transpose, et voilà. Donc il y a un petit indice qui donne une première idée. Là, son exemple, c'est ce qui est décrit, c'est assez difficile à comprendre hein, si vous n'êtes pas familier de la linguistique guillaumienne, mais c'est simplement une espèce de schéma de tension entre le général et le particulier. Bon, je ne veux pas entrer dans le détail de cela. Mais ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie de la citation. 1000 ans que j'aurais passé à comparer historiquement des écrits des textes ne m'auraient pas conduit à construire en moi. Alors, ce rêve du plus et du moins, c'est une allusion à son modèle, hein, son modèle qui va du plus général au moins général. Bon, donc ça, il faut le savoir pour comprendre ce qui est dit ici, mais c'est sa théorie. Hein. Il n'aurait jamais trouvé sa théorie en regardant les faits, même pendant 1000 ans. Et même, ils auraient pu, même ces 1000 ans supposés d'études des faits visibles, me l'interdire, ce rêve, le bannir de mon esprit en obligeant celui-ci à demeurer en son cheminement dans les sentiers de l'observation directe, ceux de ce qui se voit indépendamment de l'éclairage sui generis du rêve constructif. Donc le linguiste, il a aussi ce rêve constructif, c'est-à-dire que non seulement il entend des choses un peu particulières, Barthes disait « j'ai une maladie, je vois le langage hein ». C'est ça, c'est-à-dire on voit des choses. Mais à la différence, par exemple, de l'écrivain qui aussi a ce sens de la langue et cette intuition, l'écrivain n'a pas besoin d'une intuition théorique. Hein. Alors que le linguiste, comme il est habitué à développer une sorte de rationalité à l'intérieur de son examen de ce qu'il perçoit des langues, eh bien, il a ses intuitions théoriques en plus, ce que j'appelle donc le sentiment de la langue. Donc, finalement, on pourrait définir ce qui fait la particularité du linguiste comme profession. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un linguiste par rapport à, je sais pas, un spécialiste de littérature? Là, c'est quelqu'un en qui se croisent un sentiment linguistique et un sentiment de la langue, un sentiment théorique. Et seul le linguiste sait faire ça. Bien. Alors, chez Guillaume, donc, indépendamment du fait, ça je n'ai pas le temps de le développer, qu'il a construit toutes sortes de théories particulières, théorie de l'article, théorie de la déclinaison, théorie du système verbo-temporel, etc., etc. Donc, indépendamment du fait que le concept de théorie est très important dans ses écrits, il a aussi une réflexion sur la théorie, partant du principe qu'on doit pouvoir expliquer à partir de notions très générales, et ensuite avec des sortes de déductions logiques, mais ces notions très générales sont des principes cognitifs, des grands principes cognitifs, dont on peut être à peu près assuré de la validité. Hein. Si on a une connaissance un peu générale sur une grande caractéristique de l'esprit humain, alors pour Guillaume, c'était ce qu'il appelle l'aptitude à contraster entre le particulier et le général. C'est ça qu'il mettait au cœur de toute l'activité linguistique. Donc son idée, c'est qu'on part de cette espèce de thèse très générale, dont on prétend garantir la validité, la vérité, et ensuite, par déduction logique, on va petit à petit vers les faits. Et puis ensuite, la diversité des faits, on confronte la théorie à la diversité des faits. Donc il y a déjà quelque chose de beaucoup plus substantiel dans ce qu'on appelle théorie linguistique. Maintenant, je vous présente le dernier point de vue sur la linguistique théorique comme linguistique généraliste. Hein. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, tout simplement, quelque chose de ce genre-là. C'est-à-dire que vous avez, comme vous le savez bien, si vous avez lu Saussure, la distinction entre la matière et l'objet de la linguistique, etc., toutes sortes de disciplines s'intéressent au langage. Hein. La philosophie, il y a une philosophie du langage. En sociologie, il y a la sociolinguistique, mais on ne sait pas bien si elle fait partie de la linguistique ou de la sociologie, etc. La neurologie, il y a de la neurolinguistique. Les sciences informatiques ont le traitement automatique du langage, etc. Bon. La question est, qui va faire le lien entre toutes ces connaissances au sujet du langage, entre les connaissances qui viennent de la linguistique descriptive, qui viennent de l'étude des textes littéraires, qui viennent de la philosophie du langage, qui viennent de la psychologie cognitive, qui viennent de la psychanalyse, etc., etc. Qui va faire le lien? Est-ce que c'est le philosophe? Est-ce que c'est le sociologue? Ben non, c'est le linguiste qui va faire le lien. Ça fait partie de le linguiste pris au sens de ce linguiste généraliste de la linguistique théorique. C'est lui qui va pouvoir établir des liens
entre ces différents domaines. Et donc, grâce à ces liens, peut-être trouver des choses un peu nouvelles. Milner disait la chose suivante pour définir la particularité de la linguistique. Quelle autre science que la linguistique parlera du groupe nominal, du phonème, etc. etc. Bon, en fait, beaucoup d'autres disciplines peuvent parler du mot homme ou du phonème P. Hein. L'acoustique, l'orthophonie ou la neurobiologie peut aussi s'intéresser à ces objets-là. C'est pas ça qui fait la particularité de la linguistique. C'est pas cet objet au sens-là, dans ce sens-là. Ce sont pas des objets, disons, que seul le linguiste peut examiner. Hein. Ces objets-là peuvent être examinés par beaucoup d'autres disciplines. Ce qui fait la particularité, une autre particularité du linguiste, c'est que c'est lui qui va relier les discours au sujet du langage. Bon. Alors, dans notre cas, dans le cas de l'interprétation et de la compréhension, on peut considérer que la linguistique, le discours du linguiste qui s'inscrit dans une perspective de linguistique théorique va essayer de relier des choses qui viennent de la philosophie du langage, de la sociolinguistique, de la linguistique historique, des études littéraires aussi, etc., etc. Bon, ce schéma, je l'ai un peu... j'ai modifié un schéma que j'ai trouvé sur Internet. Hein, il n'est pas très très bon, il faudrait que je prenne le temps de l'améliorer, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, j'en arrive maintenant donc à une deuxième partie sur la dimension analogique de cette affaire d'interprétation. Alors, pour vous faire une première idée, hein, on peut définir l'analogie comme un processus d'identification fondé sur des similarités. Alors, je vais expliquer ça un peu plus en détail, mais l'idée générale, c'est que qu'est-ce que c'est exactement que l'analogie? Parce que souvent, analogue, similaire, ressemblant, on considère que tout ça veut dire à peu près la même chose. Bon, là, c'est un concept technique d'analogie où il y a une grande différence avec la similarité. L'analogie, c'est pousser les similarités vers l'identification. Des choses similaires, à partir du moment où je les traite, où je fais comme si elles étaient identiques, j'ai produit un processus d'analogie. Alors, qu'est-ce que suppose à minima l'interprétation? Bon, ça suppose qu'il y ait une production sémiotique quelconque à interpréter, bon, un texte, des discours, des gestes, peu importe, chose à interpréter, et puis il faut à la fin qu'il y ait une interprétation. D'accord? Alors, ça suppose évidemment qu'il y ait un producteur qui produise cette interprétation, et puis qui produise le texte et le discours, et un interprète qui produit l'interprétation. Cet interprète, il produit cette interprétation en fonction de certaines modalités, dont des modalités contextuelles très importantes, en fonction de ses moyens, qui d'ailleurs incluent d'autres interprétations préalables, donc c'est pour ça que je remets ce schéma ici, et puis en fonction de certaines finalités, et au moyen de tout cela, il produit son interprétation. Donc vous voyez qu'il y a là une structure analogique, c'est-à-dire que l'interprétation est à l'interprète, idéalement, l'interprétation est à l'interprète ce que le texte ou le discours produit était au producteur du discours. C'est pas simplement que les deux, la chose à interpréter et l'interprétation sont identiques, évidemment, sinon il ne se passerait rien. Donc s'il se passe quelque chose, c'est précisément parce qu'on a eu cette sorte de relation analogique qui structure, si vous voulez, le schème général de l'interprétation. Alors, je prends jusqu'à quelle heure? Un quart d'heure de plus, jusqu'à ça. Jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h, oui, donc ça fait une... ouais, d'accord. Très bien. Donc, je vais passer vite sur le modèle, sur le modèle psychologique de l'analogie. C'est, si vous voulez, une notion sur laquelle travaille la psychologie cognitive. Et donc, c'est l'analogie en tant que processus cognitif est reconnue comme étant un processus très important chez l'homme qui caractérise
disons, l'espèce humaine, notamment par rapport à d'autres espèces animales. Non pas que les animaux non humains n'aient pas de capacité analogique, mais les capacités humaines sont incommensurablement plus développées dans ce domaine. Bon. Alors, je vais passer sur cela. Alors, la question de l'analogie a été abordée, si vous voulez, d'une part en psychologie cognitive sous la dénomination de cette théorie sur laquelle je vous ai passé une diapositive il y a un instant, Structure Mapping Theory de Dirk Gentner. Elle a été aussi analysée sous l'angle de la catégorisation ou de la conceptualisation par une première unification théorique, si vous voulez, les premiers travaux de Douglas Hofstetter. Et puis ensuite, en français, vous avez ce livre-là, qui est un livre assez touffu, mais très intéressant de Hofstetter et de Sander, Emmanuel Sander, qui était à Paris 8, mais qui depuis 2 ans maintenant est à Genève. Donc l'analogie au cœur de la pensée, où on montre bien, ils défendent cette idée que la catégorisation et l'analogie, c'est la même chose, enfin disons c'est un même processus fondamental. Et puis d'autres auteurs, comme notamment Ezaid Konen, ont développé le lien entre l'analogie et la notion d'iconicité diagrammatique, et puis il restait à intégrer là-dedans la notion d'iconicité d'image, mais je passe sur ce point parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Alors quand on décrit les analogies, il y a toutes sortes de choses qu'on peut décrire. Est-ce que les analogies sont homogènes ou hétérogènes? C'est-à-dire, est-ce que c'est une analogie entre deux choses du même monde? Par exemple, une analogie d'un son avec un autre son, comme dans les rimes, par exemple, ou les paronomases. Ou bien, est-ce que c'est une analogie entre une image, une figure, quelque chose de visuel, et un son, par exemple? Bon, homogène ou hétérogène. Et il y a toutes sortes d'autres caractéristiques, mais celles qui vont m'intéresser, ce sont les fonctions de l'analogie. Donc, comprenez, l'analogie, c'est une sorte de principe extrêmement, un processus cognitif extrêmement général qu'on utilise pour différentes fonctions. Il y a une fonction de catégorisation, une fonction iconique, etc., etc. Et par l'intermédiaire de ces différentes fonctions, on va mieux comprendre un certain nombre de choses au sujet de l'interprétation. Alors, première fonction, la fonction de catégorisation. Dans ce cas-là, l'analogie est utilisée pour dire que des choses appartiennent à une certaine catégorie. Donc si je dis que X et Y, il y a une analogie entre X et Y, c'est pour dire que X et Y appartiennent à une certaine catégorie. Alors il y a 3 types de catégories, des catégories de sens, des catégories de forme, et puis des catégories qui associent forme et sens. Dans les catégories de sens, la structure générale, si vous voulez, c'est qu'on place une entité dans une... on donne une dénomination à une entité. Par exemple, si vous dites Alice est une avocate, vous avez placé Alice dans la catégorie des avocats. D'accord ? C'est ça, une catégorisation. Bien. Alors, est-ce que, quand vous dites Alice est une avocate, que vous le disiez ou que vous le conceptualisiez d'ailleurs, peu importe ici, est-ce que vous avez interprété Alice? On ne dira jamais ça. En revanche, si vous lisez La nature est un temple ou de vivants piliers, etc., là vous serez peut-être amené à interpréter quelque chose. Donc dans cette structure de catégorisation, il y a des catégorisations ordinaires, habituelles, et puis des catégorisations inhabituelles qu'on trouve dans la poésie, éventuellement dans la philosophie, dans ce que je nommais tout à l'heure les discours constituants. Bon, ensuite vous avez les catégories de forme, donc les phonèmes. Alors là, on ne va pas s'y arrêter longtemps. Est-ce que on dira qu'on interprète les sons en phonèmes? Par exemple, si vous entendez une langue que vous ne maîtrisez pas du tout, je sais pas, une langue très éloignée, et vous n'êtes pas même capable de segmenter les phonèmes, est-ce que vous direz que vous n'arrivez pas à interpréter les sons? Jamais de la vie. Donc, on n'interprète pas les sons en phonèmes. Et puis ensuite, il y a les catégories de forme et de sens, donc les signes, les phrases, les unités lexicales, les textes, etc. Tout ça, ce sont des ensembles forme et sens qui sont aussi des catégories, de toutes sortes de tailles. Bon, alors, si on prend l'exemple le plus simple de la catégorisation métalinguistique, c'est-à-dire je vais mettre un signe dans une catégorie grammaticale. Alors, j'ai pris ici un exemple de Fred, Henri Fred. Dans O, le cœur, O tend à être
interprété comme un substantif. D'où il m'a pris un haut de cœur. Hein. Vous connaissez Frey, c'est la grammaire des fautes, etc. Donc il essaie de comprendre pourquoi certaines personnes disent un haut de cœur au lieu de dire un haut le cœur. Bien. Alors, on a bien ici l'emploi de interpréter au sens... enfin, disons, on a bien ici le recours à la notion d'interprétation pour quelque chose de métalinguistique, mais au fond, il n'y a pas une multitude de possibilités, comme dans le cas de la littérature. Donc c'est un cas un peu intermédiaire. Hein. Est-ce que c'est vraiment une interprétation? Est-ce que, dans un sens où, en tout cas, si je reprends les situations, si vous voulez, prototypiques d'interpréter de la poésie, Mallarmé, Baudelaire, etc., on voit bien que interpréter une partie du discours pour savoir si elle est un adjectif ou un nom, on ne parle pas de la même chose. D'accord ? Donc, ça me mène à une première conclusion. En règle générale, il n'y a pas d'interprétation s'il n'y a qu'une interprétation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je n'ai pas une sorte de flou, ou au moins plusieurs interprétations, je ne vais pas avoir besoin du concept d'interprétation. Alors cette idée rejoint donc un point de vue assez classique qui est ici développé par Ricoeur dans le livre que je donnais en début de cet exposé. Vous voyez, le rêve, donc là, la première partie de la citation donne son champ, donne sa définition au concept de symbole. Hein. Le symbole, c'est la région du double sens. Et il définit finalement le problème de l'interprétation comme l'intelligence du double sens. Donc, pour qu'il y ait interprétation, il faut qu'il y ait au moins une duplicité de sens. Il faut qu'il y ait au moins un double sens. Bon. Parlons maintenant d'une deuxième fonction, la fonction iconique. Alors, la fonction iconique, je vais l'illustrer tout de suite par cet exemple. Alors, imaginez que vous arrivez sur une planète où il y a deux sortes de tribus. Hein, une planète inconnue, il y a deux sortes de tribus. Les Lamoniens et les Gratacs. L'une des tribus est très violente, agressive, etc. Et l'autre tribu est extrêmement douce, calme, gentille, etc. Alors, quelle tribu se nomme Gratac et quelle tribu se nomme Lamonien? C'est clair, hein, tout le monde va dire que les gentils, ce sont les Lamoniens et les méchants sont les Gratacs. Bon. Alors évidemment, en français, c'est un peu trompeur parce qu'on a attaque, on entend attaque dans Gratac. Mais en anglais, c'est pas le cas. Enfin, si, quoi qu'on a aussi attaque en anglais. Bon, c'est un peu approximatif comme proposition, mais ça c'est beaucoup moins approximatif, c'est beaucoup plus connu d'ailleurs. Hein, quand on demande à des gens d'attribuer un nom à chacune de ces figures, en disant ces mots Maluma Takete n'existent pas, et l'expérience a été répliquée des centaines de fois hein, dans toutes sortes de cultures et de langues différentes. Si vous demandez à des gens laquelle des figures ils ont envie de nommer Maluma et laquelle ils ont envie de nommer Takete, hein, vous êtes tous d'accord. Je veux dire, tout le monde nomme la figure angulaire Takete et la figure arrondie Maluma. Alors ces phénomènes-là sont les phénomènes qu'on regroupe sous la catégorie du symbolisme phonétique, c'est-à-dire les sons qui ont directement une signification. Ça, c'est typiquement une analogie de type hétérogène. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge les gens, parce qu'il y a toutes sortes de phénomènes de ce type-là, hein, et en plus, ça a l'air d'être quelque chose de totalement anecdotique, mais c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle la philosophie de la cognition s'intéresse beaucoup à ces questions-là. C'est très très stable dans l'espèce humaine. Hein, on trouve justement l'exemple Maluma Takete ou les exemples du type mil, mal, booba, kiki, etc. Enfin, les sons aigus comme i versus les sons graves comme a, ou, etc. Cette opposition entre l'aigu et le petit, le proche, et le a qui est associé au lourd et au lointain, on la retrouve dans beaucoup de cultures, dans la plupart. Hein, il y a quelques exceptions, mais extrêmement rares. Donc c'est une propriété très robuste du cerveau humain de faire ces liens qu'on appelle parfois des correspondances transmodales. Hein, transmodales parce que c'est entre des sensorialités différentes, comme dans le poème de Baudelaire tout à l'heure, des correspondances. Hein. Bon, alors dans ces cas-là, quand les gens produisent
est-ce qu'on va dire des interprétations? Justement non. Hein. Quand les gens disent, par exemple, les lamoniens, c'est les gentils, et qu'on leur demande pourquoi, la plupart du temps ils disent je sais pas, je sens comme ça. C'est une espèce de savoir du corps. Donc c'est pas une interprétation. C'est pas du tout une interprétation. Parce qu'on ne peut pas la justifier. On ne peut pas justifier. Donc il n'y a pas d'interprétation, c'est le deuxième critère, si vous voulez. Comme tout à l'heure, il n'y avait pas d'interprétation s'il n'y a qu'une seule interprétation. Eh bien, il n'y a pas d'interprétation s'il n'y a pas de justification. Ensuite, avec la fonction figurative, bon, je vais aller plus vite, hein, on peut prendre l'exemple de la métaphore tout bêtement. Bon, on peut distinguer entre interpréter une métaphore dans un exercice de type littéraire, etc., et puis vivre une métaphore, en fait. Quand vous lisez la poésie, quand vous lisez le texte, vous ressentez en quelque sorte la métaphore, et à ce moment-là, vous ne l'interprétez plus. Hein. Donc, ça me conduit à une troisième caractéristique, qui est l'idée qu'il n'y a pas d'interprétation sans distanciation. Et puis, on pourrait dire la même chose aussi à partir de la fonction discursive de l'analogie. Hein, par exemple, si on prend l'analogie entre les holocaustes, l'analogie de l'holocauste animal, hein, qu'on trouve dans les discours antispécistes, vous savez, des personnes qui défendent les animaux et qui utilisent ces termes d'holocauste et de génocide pour parler du fait que les animaux sont tués dans les abattoirs, etc. Bon, c'est une analogie qui pose un certain nombre de problèmes, mais la comprendre, cette analogie, ça suppose d'une part de ne pas confondre similarité et analogie, parce qu'effectivement il y a des similarités entre les abattoirs et les camps d'extermination. Il y a des similarités, c'est évident. Je veux dire, le transport dans les trains, les conditions de détention, il y a des similarités. Mais le fait qu'il y ait une similarité ne conduit pas nécessairement à faire une analogie, c'est-à-dire à identifier ces choses qui sont perçues comme similaires. Or, produire l'analogie, c'est produire ici un refus de la différenciation homme-animal qui conduit à avoir exactement la même chose entre Auschwitz et un abattoir. Bon. Donc, il y a une sorte de passage à la limite dans l'absence de distinction entre similarité et analogie. Et puis, comprendre cet argument, ici, ou savoir l'interpréter, c'est être conscient quand même du fait qu'il s'agit donc d'un argument par analogie et donc qu'il s'agit d'une forme de manipulation. Alors, on peut être pour et contre, c'est un sujet très complexe, hein, cette affaire d'holocauste animal. La semaine dernière, d'ailleurs, j'en discutais avec Catherine Kerbrauer-Kioni, qui maintenant est passionnée de cette cause animale et qui, elle, défend qu'on a parfaitement le droit de dire holocauste animal, etc. Bon, moi, c'est pas du tout pas mon point de vue, mais peu importe, on peut en discuter, mais en tout état de cause, on peut soit ressentir cette analogie, c'est-à-dire sans être capable de la justifier et dire mais oui, c'est évident, hein, c'est évident que c'est un holocauste, c'est un génocide des animaux. Bon. Mais on peut aussi la recevoir en disant oula, j'ai quand même un peu l'impression que ça va un petit peu loin cette affaire et qu'il y a une forme d'argumentation qui me pousse à penser quelque chose que je n'ai pas forcément envie de penser. Et là, à ce moment-là, on interprète. Mais à nouveau, donc, il n'y a pas d'interprétation sans distanciation. Cette analogie de l'holocauste animal, soit je la vis, je ne la distancie pas, je ne l'interprète pas, soit je l'interprète, mais si je l'interprète, j'ai fait un pas en arrière. Alors, la fonction paraphrastique, c'est tout bêtement, on retrouve la structure générale de l'analogie, hein, on peut considérer que toute interprétation est une forme de paraphrase. Bon, je passe sur Husserl, et je termine avec mon dernier point, sur le point de vue contextualiste. Alors, tout ça par de Wittgenstein, qui fait une distinction entre deux choses. Il y a d'une part interpréter des signes, alors par exemple décoder un programme chiffré. Donc par exemple ici, là, dans cette petite image, vous avez le message au départ, c'était juste les chiffres, hein, qui sont indiqués là, 20, 8, 1, 14, 11, etc. Et la personne a décodé le message en attribuant, c'est ce qu'on peut faire de plus simple, hein, comme codage, c'est pas très... c'est le numéro des lettres de l'alphabet. Vous voyez, 8 pour H, c'est A, B, C, D, E, F, G, H. D'accord ? Donc, quand on peut décoder ce message. D'accord ?
Ça, c'est interpréter des signes. Une fois que j'ai interprété, c'est terminé. Je n'ai plus d'interprétation qui puisse se poursuivre. Je n'interprète qu'une fois. D'accord ? C'est ça qui va caractériser, disons, cette notion d'interpréter des signes, qui est au fond pas vraiment de l'interprétation, c'est du décodage. Alors ça s'applique en linguistique aux ambiguïtés. Il juge les enfants coupables et leur rapporter un vase de Chine. Alors je pose la question pour les étudiants, vous voyez les deux sens possibles de chacune de ces phrases ? Il juge les enfants coupables. Oui, oui, non mais ça que les professeurs le voient, je m'en doute. Bon. Il juge les enfants coupables, vous pouvez comprendre, il juge que les enfants sont coupables, ou bien il juge les enfants qui sont coupables. D'accord ? Il y a d'un côté les enfants coupables, de l'autre côté les enfants non coupables, et on juge que les enfants coupables. Et puis elle a rapporté un vase de Chine, bon ça peut être rapporté de Chine, un vase qui peut-être vient du Vietnam, et puis rapporter un vase de Chine. Bien. Alors, une fois qu'on a levé l'ambiguïté, on a terminé. Il n'y a plus à interpréter. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une ambiguïté, que j'ai levé une ambiguïté, que j'ai vraiment procédé à une interprétation. Alors, inversement, et cela renvoie à l'image que je vous donnais au début de la conférence, interpréter le sens d'un énoncé par opposition à interpréter des signes, pour Wittgenstein, l'exemple c'est quelqu'un agite un couteau sous mon nez, mais alors là, il brandit pas le couteau, c'est quelqu'un qui est avec son couteau là, et là je suis dans une situation d'interprétation. Je dis, qu'est-ce qu'il veut faire avec son couteau ? Est-ce que c'est une menace ou pas ? Il y a une indétermination. Alors là, je suis effectivement dans une posture où je suis obligé d'interpréter. Bon, je vous donnerai le PowerPoint pour, si vous voulez lire les citations que je n'ai pas le temps de commenter ici. Mais là, je vous ai donné la citation de Bouvresse dans laquelle était extraite cette citation que j'ai donnée au début. Quelqu'un lève le couteau sur moi, je ne dis pas à ce moment-là, j'interprète cela comme une menace. Mais je passe parce que je n'ai pas le temps. Alors voyons maintenant le point de vue de Travis sur cette question. Donc contextualisme radical, son idée, ça va être que, en fait, quand l'énoncé est contextualisé, il n'y a qu'une seule interprétation possible. En fait, tout son discours, c'est en fait une critique du concept de représentation. Je n'ai pas le temps tellement d'expliquer cela, mais son idée, vous voyez, on peut la résumer un peu, très simplifiée, mais un peu comme ça. À partir du moment où vous avez un contexte, vous n'avez, sauf dans des cas très particuliers, vous n'avez pas besoin d'interprétation. Donc finalement, l'interprétation va devenir quelque chose de complètement marginal, qui n'a besoin d'être sollicité que dans les cas où il y a vraiment une réelle indétermination contextuelle. Mais la plupart du temps, on confond l'absence de contextualisation avec la nécessité d'interprétation. Alors je passe sur cet exemple. Je vous donne un petit exemple de Camus. Donc, vous voyez, c'est le personnage de Grand, etc., qui parle avec le docteur Rieux. Bon, et puis, heureusement, disait Grand, Rieux se demandait ce qu'il voulait dire. Bon, bah là, oui, Rieux, il est momentanément dans une posture qu'on aurait envie de dire interprétative, il ne sait pas. Et puis, il suffit d'attendre que Grand en parle. Heureusement, disait l'autre, j'ai mon travail. Bon, ben là, voilà. On a fini d'interpréter, donc on se retrouve dans la situation non pas de l'interprétation d'un énoncé, mais dans la situation du simple décodage de la situation. Donc ce n'est pas vraiment de l'interprétation. Alors, quelques conclusions. Bon, je passe sur la structure analogique du schéma général de l'interprétation. Donc, vous avez d'un côté la compréhension avec interprétation. Bon, mais ça, c'est la chose la plus connue, donc qui suppose une démarche herméneutique et qu'on trouve dans les textes littéraires, philosophiques, qu'on appelle parfois les discours constituants. Le recours à l'interprétation, on a vu que ça présuppose que plusieurs interprétations soient possibles, que l'interprète soit en mesure de justifier son interprétation et, plus globalement, qu'il adopte une certaine distance par rapport à l'énoncé à interpréter. Et puis dans le cas de la compréhension sans interprétation, eh bien, il n'y a aucune difficulté, pas
pas d'ambiguïté sémantique, pas d'indétermination contextuelle. Et je comprends, quand quelqu'un me dit « quelle heure est-il ?», je n'interprète pas. Je comprends immédiatement. Il faudrait imaginer un contexte très tordu pour que j'interprète mal cette situation. Bon. Donc, dans ce cas, l'allocuteur réagit immédiatement à l'énoncé produit. Il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas besoin de justification. On comprend immédiatement. C'est ça que j'essaie de valoriser, cette notion de compréhension immédiate, qui d'ailleurs a des implications en didactique du français, langue étrangère. Cette situation, je l'ai dit, correspond à l'usage habituel ou ordinaire du langage. Et puis, bien sûr, on peut mal comprendre, évidemment. Mais mal comprendre, c'est comme parfois quand on réagit mal à une situation. Ça ne veut pas dire que mal comprendre est le résultat d'une mauvaise interprétation. C'est parfois simplement le déficit d'information contextuelle, un petit déficit d'information, mais pas une erreur d'interprétation. D'accord ? Donc, il ne faut pas confondre interprétation, qualité de l'interprétation et indétermination du contexte. C'est ça l'idée, si vous voulez, qui a été le fil directeur de cette conférence. Voilà, je vous remercie de votre attention.